Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Alexandre, toujours dans ces enjeux de cohabitation sur la route, il y a des chauffeurs d'autobus qui sont inquiets. On sait à quel point la rentrée scolaire a été vraiment difficile sur les routes. Là, il y a 4 élèves qui ont été happés par des véhicules au Québec depuis la reprise des cours. Et là, à la une du journal, on titre « Automobilistes dangereux ». Il y a des chauffeurs d'autobus là, qui appuient sur la sonnette d'alarme et qui dénonce le fait de voir de plus en plus de comportements hyper dangereux là, de la part de conducteurs sur la route. On parle d'impatience, d'irritabilité des automobilistes. Puis ce qu'on craint en bout de ligne, c'est que ce soit fatal pour les enfants. Que ce soit en ville ou encore en région, on fait ces constats-là. Et quand on regarde maintenant, les causes, augmentation du nombre de véhicules, les chantiers qui finissent plus, la patience des automobilistes qui est mise à rude épreuve et les gens sont de plus en plus à bout. Et les chauffeurs dénoncent aussi un manque de sensibilisation et d'éducation. Et rappellent qu'en 2018, il y a eu un projet pilote avec des caméras de surveillance. Et ce qu'on a démontré avec ce projet pilote-là, qui a été finalement mis de côté, tabletté, c'est qu'environ 4 infractions par jour étaient constatées par les chauffeurs d'autobus et étaient filmées. 4 infractions, c'est 4 fois un autobus scolaire. Exemple, tu passes sur les clignotants ou tu donnes pas la priorité. Tu sais, à chaque fois, 4 infractions par jour étaient constatées de la part des chauffeurs. Et ce que plusieurs disent, c'est que on aimerait ça, ramener ce projet pilote-là. Ouais. Alors que quand on regarde aux États-Unis, on a équipé 50 000 autobus scolaires de caméras embarquées. Et ça donne aussi une preuve vidéo factuelle là, de l'infraction en question. C'est un gros revers pour la FIC, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. C'est le tribunal administratif du travail qui a tranché et qui, effectivement, dit que les infirmières pourront pas refuser de faire du temps supplémentaire obligatoire. Ça s'en venait, là, cette directive-là. C'était le 19. Jeudi, ouais, donc dans 2 jours. Remarque que là, il y a une entente avec le conciliateur. Probablement qu'il ne l'aurait plus fait. Mais c'est le Conseil pour la protection des malades, entre autres, qui avait saisi le tribunal en disant « Hey, on prend les patients en otage. » C'est ça. Il y avait beaucoup d'inquiétudes, puis tu as raison en disant que oui, là, il y a une offre qui a été sur la table dans toutes les démarches avec le conciliateur. Réaction de la FIC, entre autres, sur X, qui a appelé à ses membres à cesser toute action concertée en ce qui concerne les heures supplémentaires et a affirmé qu'on allait se conformer à cette directive-là. Est-ce que c'est le retour de l'austérité, Mario, au sein des finances publiques et au sein des ministères? En tout cas, dans le journal, il y a certains fonctionnaires, entre autres un qui a parlé sous le couvert de l'anonymat, qui dit ça commence à ressembler à l'ambiance de 2014 avec l'austérité chez les libéraux. On parle de gel d'embauche, de restrictions dans les déplacements, temps supplémentaire, des contrats à l'externe. On sait que le déficit de 11 milliards de dollars du dernier budget, qui en était un déficit record, commence de plus en plus à se faire sentir auprès de la fonction publique. Mais réponse à ta question, moi j'ai vu les propos de Sonia Lebel et je la crois. Elle dit, il n'y a rien qui est coupé dans les ministères. C'est juste que cette année, compte tenu de la situation financière que tu viens de décrire, on exige le respect des budgets. Parce que d'habitude, à ce temps-ci de l'année, l'année financière du gouvernement, c'est du 1er avril au 31 mars. Donc d'habitude, l'automne, c'est le moment où tu commences à découvrir que tu vas buster les budgets, que tu vas dépasser. Et une fois de temps en temps, là on dit 2000, quand le gouvernement serre la vis, il dit non. Vous allez vivre avec le budget qu'on vous a accordé pour l'année. Donc, s'il y a eu un dépassement dans la première moitié de l'année, dans tel volet ou dans tel programme, on a dépensé plus que prévu, vous allez trouver ailleurs dans le ministère l'argent. Cette année, on dépasse pas. Ce qui peut amener effectivement que des fonctionnaires se disent, moins de déplacements, moins de ceci, moins de nouvelles embauches. Mais c'est quasiment rendu qu'au gouvernement, quand tu dis qu'il faut respecter ses budgets, c'est de la folie furieuse, là. C'est-à-dire, t'es parti avec un budget au début de l'année, tu vas le respecter. C'est devenu comme quelque chose de saugrenu, ridicule, qui doit être dénoncé. Pas pour rien qu'on a des déficits puis de l'endettement de l'ampleur qu'on a. Là. La rigueur est rarement à l'ordre du jour. Non, t'as raison. Puis parlant d'endettement, des nouvelles mesures, des nouvelles règles pour faciliter l'accès à la propriété, ça a été annoncé par la ministre fédérale Chrystia Freeland. Donc, à partir du 15 décembre prochain, on pourra étaler les hypothèques sur 30 ans pour les premiers acheteurs, aussi les acheteurs de maisons neuves et pour tout ce qui est le plafond des prêts hypothécaires assurés par la SCHL. On augmente le plafond. Il était d'1 million de dollars. On est rendu à 1,5 million désormais. Et au sport, parlant de gros sous, les Pingouins de Pittsburgh ont réglé le dossier Sidney Crosby, prolongation de contrat de 2 ans.
à son salaire habituel, 8,7 millions de dollars. Un petit clin d'œil à son numéro, 87. Oui. Et il a une clause de non-mouvement aussi. Alors, ceux qui espéraient, qui allumaient, pour même allumer un cierge pour le voir un jour dans l'uniforme du Canadien. Mais ça ne l'exclut pas, une clause de non-mouvement. Ça veut dire qu'il faut que lui le souhaite. Oui, mais ça lui donne le pouvoir de lever la clause selon son gré. Mais je pense que son cœur appartient aux Penguins de Pittsburgh pour encore plusieurs années, peut-être même jusqu'à la fin de sa carrière. En tout cas, 2 ans de prolongation. Isabelle, les réseaux sociaux sont animés par une nouvelle qui est à la fois économique et sociale, et domestique. Surtout domestique, c'est vrai. Tupperware qui pourrait faire faillite d'ici la fin de la semaine. Ouais, ça semble pas mal cané, là. Hein? C'est quelque chose, des dettes, 950 millions de dettes en dollars canadiens. C'est énorme. Ils ont constaté aussi que, les actions étaient en baisse pas mal. Là. Dans le dernier trimestre, on était en baisse. Ça fait 2-3 ans que ça va mal, là, mais là, c'est plus que mal. C'est Bloomberg News qui nous apprenait ça dans les dernières minutes. Faut dire que moi, j'ai assisté à plusieurs démonstrations Tupperware. C'est ça, t'as arrêté d'en acheter, regarde ce que ça a donné. Mais c'est vrai que c'était durable. Les speeches de vente qu'ils nous faisaient dans le temps, là, ça marchait pour vrai. Mais speech de vente, c'est que la vendeuse, c'est pas une vendeuse professionnelle. C'est tout le monde, là, dans son village, dans son quartier. Comme les Marie-Kay de ce monde, puis maintenant, c'est Arbonne, puis il y en a plein. Maintenant, c'est beaucoup des crèmes puis des produits de beauté, mais c'est un peu n'importe qui veut commencer à vendre ces produits-là. Mais dans le cas de Tupperware, c'est vrai que les plats étaient résistants. Mais oui, mais moi, je me souviens, Marie-Claude, tu sais, c'est quand même, je pense, c'est un peu la génération avant nous, là, mais ça existe encore. Marie-Claude avait été invitée, quand les enfants commençaient à aller à l'école, je pense que c'est une autre mère de... Ben là, à partir de la maison, elle riait quasiment. Je peux pas croire, je m'en vais dans une démonstration. Elle voyait sa mère, je peux pas croire que je vais dans une démonstration Tupperware, elle se moquait presque de ça. Elle dit, finalement, elle est revenue avec un méchant paquet de d'achats, dont certains items que j'ai encore, moi. Oui, 25 ans plus tard, on les a encore à la maison, ou des fois, ça a été déplacé au chalet. Il y a des items en Tupperware qui n'avaient pas de fin, là. Non, c'était... À un moment donné, ça perd sa couleur ou ça perd sa blancheur, ou tu vois que ça a vécu, là. Mais c'est parfaitement correct, là. Résistant. Je me rappelle même d'une démonstration Tupperware dans le film Y a-t-il un pilote dans l'avion avec Leslie Nielsen. Je sais pas si vous vous souvenez. C'est un film des années 80. J'ai adoré ce film-là, puis j'ai la scène en tête quand on pense à Tupperware de cette démonstration qui a été faite. On dit, chute du nombre de vendeurs, chute d'intérêt aussi chez les jeunes consommateurs, un recul chez les consommateurs, surtout chez les jeunes. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a énormément de choix. Il y a Ziploc qui en fait, entre autres, de ces genres de plats-là. Oui, mais ils ont dû aussi, d'après moi, toutes quasiment ces entreprises-là, c'est qu'ils ont probablement raté le virage en ligne. Oui, c'est ça. Parce qu'on se déplace de moins en moins. Avec une soirée pour acheter quelque chose, je sais pas, on dirait que ça pue ça... Puis maintenant, il y a beaucoup de concurrence pour moins cher. C'est peut-être moins résistant, mais souvent, on y va dans le vite fait, bien fait. Ouais, c'était pas donné quand même, le Tupperware. C'est ça, il fallait penser à ça. Mais moi, ça me fait penser à Dans un jardin. Rappelez-vous, il y a quelques années, Dans un jardin aussi était comme, on fait faillite. Puis finalement, ils ont résurrectu, comme on dit. Est-ce qu'ils pourraient renaître de leur centre sous une autre forme avec les produits? Et la météo? La météo, c'est beau, là. On n'aura pas besoin de parapluie pendant un bon moment encore, là, parce que la séquence... En fait, là, on va commencer à parler de sécheresse. J'ai l'impression que dans le monde, autant il y a eu beaucoup de pluie en août, mais là, dans le monde agricole puis tout ça, c'est parce qu'on parle d'aucune pluie encore jusqu'à la semaine prochaine. Je regarde même jusqu'à lundi prochain, il n'y a rien du tout. Là, ça fait presque 2 semaines. C'est fou à quel point on constate les écarts. On parle d'été le plus pluvieux à Montréal depuis qu'on enregistre des données météo. Puis là, à septembre, c'est rien pantoute. Non, puis c'est du temps quand même ensoleillé qui assèche les sols. Oui, 29 degrés encore aujourd'hui, c'est chaud. 29 degrés, on va le maintenir jusqu'à vendredi avec l'humidité. Et je veux simplement vous dire, messieurs, qu'hier, j'ai eu des messages sur Instagram pour me dire que je ne suis pas la seule à attendre les 12 degrés avec impatience en après-midi. Ça sera dit.